« 22 ans aujourd'hui que le secteur de l'électricité a été privatisé au Cameroun. 22 années de revendications. La grogne sociale s'est en effet fait ressentir ces derniers mois en raison d'innombrables délestages. Et ce n'est certainement pas les statistiques qui démontreront le contraire. Sous pression, le gouvernement s'est résolu depuis 2022 à nationaliser Eneo en procédant au rachat des parts du fonds britannique Actis, soit 51%. La lenteur du processus observé jusqu'ici prendra certainement fin avec la mise sur pied d'un comité interministériel chargé de piloter le dit processus. Il va sans dire que prendre possession d'Energy of Cameroon implique un certain nombre de défis auxquels l'État sera confronté. Il s'agit bien d'une entreprise sur laquelle pèse un déficit financier dont l'action n'a pu satisfaire les consommateurs. Edmond Kiaté, votre économiste, est l'invité de Grand 7 édition de ce jour. Toujours avec lui, retour sur la 78e Assemblée générale de l'ONU qui s'est tenue ce 19 septembre à New York où de nombreux dirigeants étaient attendus. Parmi les gouvernements de transition en place, seule la Guinée était représentée. Mesdames et messieurs, le Grand 7, votre rétrospective de l'actualité, c'est sur Dash News. À tout de suite. Le monde bouge, l'Afrique encore plus. Voyons ce qui s'y est passé tout au long de cette semaine. Vous l'avez compris, c'est l'instant Round-Up. Bonjour et bienvenue à ce Round-Up de l'actualité de la semaine. On a parlé également au Cameroun de projets routiers. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngannou Messi, a entamé la revue des projets routiers sur les réseaux sud-ouest et nord. Le constat n'est pas satisfaisant. Les entreprises sont à la traîne dans l'exécution des travaux sur les réseaux nord. Après les rapports, le ministre a prononcé une mise en demeure contre une entreprise chinoise qui exécute les travaux de la route Ngaoundéré-Paro avec 27% de taux d'avancement seulement. On a parlé également de droits humains au Cameroun cette semaine. Le rapport du premier semestre de l'année 2023 sur la situation des droits humains a été présenté par le groupe de travail sur cette thématique, institué par les organisations de la société civile. Il en ressort globalement, selon le rapport, que cette période a été marquée par une recrudescence des cas de violence et violation des droits de l'homme dans le pays. Scandale financier également au Cameroun cette semaine. La directrice générale de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, Agnès Ndoumbe-Mandeng, est désormais interdite d'exercice de toute activité bancaire à la direction d'un établissement de crédit pour une période de 10 ans. Cette sanction fait suite à la procédure disciplinaire ouverte à son encontre par la Commission bancaire de l'Afrique centrale le 21 mars dernier. Hors du Cameroun, en République démocratique du Congo, cette semaine a été marquée par le président de la République démocratique, Félix Tshisekedi, qui a demandé à son gouvernement d'accélérer le retrait de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MONUSCO, pour la fin de cette année 2023. C'est ce qui est ressorti de son allocution cette semaine à la tribune des Nations Unies, à l'occasion de sa 78e Assemblée générale. L'actualité au Nigeria a été marquée par l'élection présidentielle, le contentieux post-électoral. Les juges de la Cour d'appel d'Abuja ont estimé que les requêtes de l'opposition, qui portaient sur des accusations de fraude et d'infraction par les autorités électorales, sont rejetées. Bola Ahmed Tinubu est donc le vainqueur de l'élection présidentielle. Au Rwanda, on a également parlé d'élections présidentielles cette semaine. Le président Paul Kagame n'a pas hésité à dire son intention de briguer un 4e mandat lors des prochaines élections prévues en 2024.
Le sexagénaire au pouvoir depuis 2000 sans interruption s'est dit heureux de la confiance que les Rwandais lui ont témoigné et lui témoignent toujours. Au Sénégal, élection également, Ousmane Sonko a saisi la haute cour de justice de la CEDEAO. L'opposant toujours aux arrêts a été inculpé en début août, entre autres pour appel à l'insurrection. Il avait auparavant été condamné dans 2 affaires différentes par la justice de son pays. Ousmane Sonko se tourne donc désormais vers la justice régionale et espère concourir lors de la présidentielle de février 2024. Cette semaine s'est tenue la 78e Assemblée générale de l'ONU et à cette occasion, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a demandé lors de sa prise de parole que l'engagement annuel de 100 milliards de dollars pour l'action climatique soit respecté par les pays occidentaux. Le président sud-africain a appelé les pays riches à respecter leurs engagements financiers en faveur du climat. Il a également appelé à une réforme de l'ONU. En Côte d'Ivoire, le pays a suspendu ses exportations de riz et de sucre sur le marché. Les mesures ont été mises en place par le gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat des populations. Les autorités ivoiriennes ont donc décidé de suspendre ces exportations pour lutter contre la flambée des prix. Et voilà qui a fait l'actualité sur l'ensemble du continent africain cette semaine. À bientôt. Merci Marie-Van Dongo pour ce round-up de l'actualité. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons Edmond Kuaté, économiste. Bienvenue sur ce plateau de Grand 7, Edmond Kuaté. Merci Audrey Melingui, merci pour l'honneur que vous me faites de m'inviter à nouveau sur votre plateau. À nouveau, vous êtes un fidèle invité de cette émission, je tiens à le rappeler. Alors, nous parlons de la nationalisation de Energy of Cameroon. C'est un secteur qui a tout de même connu beaucoup de changements au fil des années. Selon vous, quel a été l'élément déclencheur aujourd'hui, je veux dire de manière concrète, quel est l'intérêt pour le gouvernement aujourd'hui de reprendre les rênes de ce secteur qu'est l'électricité? Commençons par dire que ça n'aurait jamais dû être privatisé. Eu égard, je vais dire, à la place importante qu'occupe l'énergie dans une économie, pour une économie dans un pays, ce n'est pas qu'au Cameroun, mais partout. Il faut comprendre que l'énergie relève de ce que nous appelons, n'est-ce pas, les secteurs de souveraineté d'un pays. C'est-à-dire que cela doit rester sous le contrôle plein, total et entier de la nation. Ce n'est pas des secteurs qu'on peut confier entre les mains, n'est-ce pas, des privés, des entreprises privées étrangères. Même s'il faille que ce soit confié entre les mains des privés, ça doit être aux mains des nationaux et non, n'est-ce pas, des entreprises. Vous pensez qu'à la base, le gouvernement a péché en privatisant ce secteur? On ne peut pas dire que le gouvernement avait péché, on peut plutôt se poser la question, avait-il le choix eu égard au contexte dans lequel cela s'est déroulé? Je dois rappeler que c'était à l'époque une injonction du FMI. Au lendemain, n'est-ce pas, de la dévaluation du franc CFA, les pays, n'est-ce pas, de la zone franc avaient beaucoup de problèmes, pas que dans le secteur énergétique, mais dans beaucoup de secteurs. Et donc, à l'époque, pour traitement adéquat, le FMI avait estimé que, je vais dire, que ces pays-là n'avaient pas des outils de gestion fiables dans plusieurs secteurs et les avait, n'est-ce pas, conviés à privatiser. Ce n'était pas que l'énergie à l'époque, souvenez-vous, pour le cas du Cameroun, parce que c'est ce qui nous intéresse, on avait privatisé plusieurs entreprises. En réalité, c'était comme une expropriation de l'outil de production étatique pour les confier aux mains des étrangers. Et donc, il n'y avait pas que la Sonel à l'époque, il y avait Camwater, il y avait la régie Fercam, il y avait pas mal d'entreprises dont l'État avait dû se délester. Pourtant, ce n'était pas la solution. Parce que le problème de la Sonel aujourd'hui, je préfère dire comme ça, ou Eneo, comme vous voulez, pose fondamentalement la problématique des privatisations.
Qu'est-ce que cela nous a rapporté? Et cela, ça me permet d'embrayer, n'est-ce pas, à votre question. Qu'est-ce qui a déterminé? Avant cela, Edmond Kuaté, si vous le permettez, avant de poursuivre l'émission, il faudrait qu'on situe les téléspectateurs dans l'histoire, si la réalisation le permet. Avant de poursuivre cette émission, j'aimerais qu'on revienne en tant soit peu sur l'histoire du concessionnaire du service public de l'électricité au Cameroun. Alors l'essentiel à retenir, sans toutefois entrer en profondeur, ce qu'il faut savoir, c'est que la privatisation de la SONEL au bénéfice de AES Sirocco Limited, une filiale de AES Corporation qui a pris le contrôle à 51% du capital, octroyant 44% à l'État du Cameroun, et le personnel 5%, c'est fait en 2001. Nous sommes à l'ère AES SONEL. En 2014, le gouvernement du Cameroun signe l'accord qui octroie à Actis 56%, je le disais, des parties d'AES SONEL. La même année, un nouveau directeur général prend fonction. Le nouveau nom de l'entreprise est dévoilé par la suite. C'est ainsi que l'ère Eneo Cameroun SA voit le jour. En 2022, la volonté d'une nationalisation se manifeste. Le processus est en marche. La société aura probablement une nouvelle dénomination. Edmond Kuaté. Tout à fait. Et donc, quand vous partez, merci pour l'historique que vous avez fait. Je vous en prie. Et donc, je disais, il faut revenir fondamentalement, questionner, n'est-ce pas, je vais dire, la privatisation dans notre pays. Il faut savoir que quand on parle de privatisation, c'est une espèce de scission, c'est-à-dire l'État cède, n'est-ce pas, son outil de production entre les mains des privés. Mais cela se fait sur la base de quoi? Il y a un cahier de charges qui est dressé, c'est-à-dire que l'État dit, bon, comme vous estimez que je suis incapable moi-même de contrôler cet outil-là, je cède ça aux mains des privés. Et donc, il y a un cahier de charges qui est produit et qui indique un certain nombre, je vais dire, de responsabilités de la part de la société privée. Pour le cas de la SONEL, ce qui nous intéresse, moi, je préfère parler de la SONEL parce qu'après, comme vous l'avez dit, il y a eu AES, il y a eu Eneo par la suite, mais moi, je reviens à la SONEL parce que c'était son nom, n'est-ce pas? C'était son nom dès le départ. Et donc, pour le cas de la SONEL, le cahier de charges indiquait que AES, puisque c'était d'abord AES, que AES devait consentir un certain nombre d'investissements pour accroître la production. Est-ce que ça a été le cas? Ça n'a pas été fait. Vous allez vous rendre compte que depuis, c'est toujours l'État qui a continué de faire des investissements pour pouvoir améliorer la production. Si vous vous rendez compte, le Cameroun n'a jamais connu autant de délestage que depuis qu'il a justement cédé cet outil-là aux mains des privés. Si vous regardez parce que la privatisation, comme vous l'avez dit, c'était en 2001, 2002, et entre 2008, 2006 jusqu'en 2018, les délestages n'ont jamais été aussi accentués au Cameroun. Pourquoi? Tout simplement parce que, au lieu de faire des investissements qui avaient été exigés dans le cahier de charges, AES s'est contenté d'exploiter ce qui existait déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouveaux barrages, il n'y a pas eu les lignes de transportation qui étaient déjà, il faut le dire, qui sont déjà vétustes, pas qui sont déjà vétustes, et qui génèrent des pertes. Parce qu'il faut savoir qu'entre le lieu de production et les points de distribution, ou alors les points de transformation avant distribution, si les lignes ne sont pas suffisamment adéquates, il va avoir des taux de perte parfois qui oscillent entre 5 et 10%. Et donc tout ça, ça fait en sorte que l'énergie disponible n'est pas l'énergie distribuée in fine. Alors dans le cahier de charges exigeait que AES devait donc renouveler les lignes de transportation partout où c'était déjà assez vétuste et étendre maintenant le réseau. Ça n'a pas été fait. Il faut toujours constater qu'aujourd'hui, dans les zones rurales, l'énergie continue d'être continue d'être un luxe pour beaucoup de notre zone rurale. Et puis, AES s'est contenté d'exploiter le petit investissement qui avait été fait. Résultat de course, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste amélioré au niveau de la gestion de l'existant.
Ce qu'on aurait pu demander à l'État de faire tout simplement, on aurait pu demander à l'État, il faut mettre en place des outils modernes de gestion pour pouvoir optimiser la gestion de ce qui existe déjà, afin que cela génère un flux financier qui va te permettre de consentir de nouveaux investissements. Ça, c'était la thérapie simple. Mais au lieu de cela, on a dit non, il faut privatiser. Et donc, au fil des ans, l'État se rend compte que l'investissement que moi j'avais déjà fait en T, c'est ça qu'on continue d'exploiter et ça a permis, tenez-vous tranquille. Vous savez, en combien de temps il a fallu à AES pour rentrer dans ces investissements? Même pas 2 ans. AES est rentré dans ces investissements avant 2 ans. Et donc, tout le temps que... Comment respecter ce cahier de charge quand on sait que Eneo Energy of Cameroon se plaint du fait que même l'État du Cameroun a une grosse dette envers Eneo? Ça, c'était un autre problème. Ça, c'était un autre problème. Et c'est pour ça que je vous ai dit que la solution... C'est cet argent-là qui était censé faire en sorte qu'on... Non, ce n'est pas cet argent qui devait... Quand vous venez, vous dites, je veux reprendre l'outil. Quand on fait un cahier de charges, ce n'est pas sur la base des bénéfices que vous générez que vous devez consentir de nouveaux investissements. C'est sur la base, n'est-ce pas, des fonds que vous dites déjà détenir. Ces fonds-là vont vous permettre de faire, n'est-ce pas, des investissements et, je vais dire, améliorer, n'est-ce pas, la production et générer des gains. D'accord, après, les bénéfices, certainement, vont vous permettre, certainement, je vais dire, de consentir d'autres investissements. Mais à la base, vous êtes d'abord tenu de faire des investissements. Puisque s'il ne s'agit que d'exploiter l'existant, mais on peut tout simplement demander à l'État, écoute, change de mode de gestion, mets en place des outils de gestion modernes qui vont avoir une comptabilité assez stricte et assez rigoureuse qui vont, n'est-ce pas, qui vont permettre, je vais dire, d'accroître les recettes et puis de suivre ces recettes et de se rassurer qu'effectivement l'argent généré par l'énergie rentre effectivement dans la comptabilité et cela sert effectivement à l'énergie et à la nation camerounaise. Ça, c'est ce qui devait être fait. Mais on a dit, voilà, l'État n'est pas capable de gérer, l'État n'est pas capable, n'est-ce pas, de faire de nouveaux investissements parce que le challenge, c'était quoi? C'était d'abord d'accroître la production, faire en sorte que l'offre soit égale à la demande. Effectivement, que l'offre soit égale à la demande et que le contrat qui est signé entre les consommateurs et, n'est-ce pas, le fournisseur, parce que le contrat dit quoi? Que l'énergie doit être constante et permanente. Et donc, résoudre l'épineuse question de délestage. Or, tant que la demande est supérieure à l'offre, il y a un problème de rationnement de l'énergie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le délestage. C'est-à-dire qu'on rationne l'énergie. On dit, bon, ce secteur va être délesté de 2 heures, de 24 heures pour permettre à l'autre secteur d'avoir de l'énergie. C'est ce problème qu'il fallait résoudre. Or, on ne peut pas résoudre ce problème s'il n'y a pas d'investissement. Tant que l'offre est inférieure à la demande, et éventuellement, il faut savoir que quand on créait la SONEL, je crois que c'était en 1973, on avait une population de quoi? On avait une population de moins de 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a près de 30 millions d'habitants. Et imaginez le nombre de ménages qui en font la demande et imaginez le nombre d'entreprises qui en font la demande. Parce que là, il faut même encore aller diviser l'énergie en 2 secteurs. Il y a le secteur domestique, c'est-à-dire ce que vous et moi avons besoin chez nous pour nos besoins ménagers. Et l'énergie industrielle, ça c'est ce dont, ce dont on a besoin pour notre développement. Vous allez comprendre que le problème de développement se pose toujours avec beaucoup plus d'acuité chez nous. Pourquoi? Parce qu'il est difficile aujourd'hui de faire installer au Cameroun des industries de grande capacité. Parce que les industries de grande capacité de production sont énergivores, sont des industries qui consomment beaucoup d'énergie. Alors, tant qu'on n'a pas encore même résolu le problème de l'énergie domestique, c'est-à-dire ce dont vous et moi avons besoin pour allumer une ampoule et faire tourner, je ne sais pas trop quoi, nos appareils ménagers, comment est-ce que nous allons adresser maintenant la question de l'énergie industrielle? Et donc, c'est ce problème qui fait en sorte que lorsque les industriels font leur business plan et se rendent compte que les coûts de facteurs de production au centre desquels l'énergie sont trop élevés, et ces entreprises ne peuvent pas s'installer chez nous. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que l'État s'était donc adressé à des privés en leur disant, d'accord, prenez cet outil, améliorez, n'est-ce pas, l'outil de production en faisant des investissements dans des barrages et dans des centrales. Cela n'a pas été fait. Les barrages qui ont été construits ces dernières années, c'est l'effort de l'État
Prenez Memvele, c'est l'État qui s'est endetté pour construire le Memvele. Prenez Menkim, même si de manière technique, ça n'a pas été ça. Mais quand même, c'est encore l'État qui s'est, n'est-ce pas, qui s'est endetté pour construire cela. Et donc, même si vous prenez Nartigal, c'est toujours un investissement de l'État. Et donc, la question, c'est quoi? À la fin, est-ce que l'État doit consentir autant d'investissements pour permettre à des privés de se faire beaucoup de bénéfices? La réponse, c'est non. Si l'État peut consentir autant d'investissements pour, n'est-ce pas, construire des barrages, pour construire je vais dire, et tout ce qu'il y a pour améliorer les lignes de transport, dans ce cas, tout ce qu'on demande à l'État, c'est d'être assez rigoureux, d'avoir un minimum de discipline dans la gestion, de faire en sorte qu'il y ait une gestion optimale, si vous voulez, n'est-ce pas, de cet outil de production et de faire en sorte que tout ce que nous connaissons, les travers, les dérives que nous connaissons dans la gestion ne soient plus. Vous avez évoqué une autre question. L'État est le premier créancier de AESonel, c'est vrai. Moi-même, je demande également à l'État, si vous avez repris, n'est-ce pas, AESonel, évitez-nous tous ces travers-là. Il faudrait que l'État paye ses factures. Effectivement. Et il faudrait que l'État paye ses factures. Effectivement. Et pour ce faire, ça demande un minimum de rigueur. Vous avez des agents de l'État qui entrent, n'est-ce pas, dans leur bureau à 8 h, allument le climatiseur jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 20 h, 22 h. D'autres qui allument, laissent dormir les ampoules comme ça. Et à la fin, les factures sont tout simplement salées. Et il faut bien, on dit c'est l'État qui doit payer. Non, il faut que l'État discipline ses agents. Il faut que l'État discipline ses agents dans toutes les administrations. Qu'on dise aux gens, qu'on fasse même des quotités, qu'on dise aux gens, si vous dépassez telle quotité en termes de consommation énergétique, ça vous regarde, ce n'est plus l'État qui doit effacer cette ardoise-là. Parce que c'est ça qui met l'État dans les problèmes. L'État ne discipline personne. Vous avez des administrations où les gens laissent même les climatiseurs tourner quand ils rentrent à la maison le soir. Ça, on l'a vu. Ça reste tourné, ça tourne 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ces personnes-là qui payent la facture et in fine, l'État se retrouve avec des notes trop salées et qu'il ne peut pas effacer. Et donc, je dis, il faudrait que l'État fasse preuve de discipline, de rigueur, que ce soit dans l'utilisation de l'énergie, que ce soit dans le paiement de ces factures. Et de cette façon, vous verrez que l'État va dégager des quantités importantes pour faire des réinvestissements, que ce soit, n'est-ce pas, pour les barrages, parce qu'il faut savoir également, quand l'État privatisait, on était, je crois, à 800 d'énergie disponible, 800 mégawatts. Au jour d'aujourd'hui, AESonel, Artis et tous ceux qui sont venus, ils nous ont aidés à améliorer quoi? Nous sommes à 1300 mégawatts d'énergie sur un potentiel de 25 000 mégawatts. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a été bien défini comme étant le potentiel hydroélectrique du Cameroun, c'est 25 000 mégawatts. Mais nous n'en consommons que 1300, c'est-à-dire moins de 5% de notre potentiel réel. Ben écoutez, si l'État peut, n'est-ce pas, reprendre cette histoire et faire des investissements pour au moins porter ça au moins à 5 000 mégawatts, je pense qu'on aura résolu un bon nombre de problèmes dans notre pays. On vous a compris avec attention, Edmond Kouyaté. Vous venez d'énumérer là ce qui aurait dû être fait et ce qui doit être fait. Mais il va sentir que les revendications des populations, c'est la principale raison pour laquelle le gouvernement a décidé de reprendre les choses en main. Et selon vous, parmi les chantiers que vous avez énumérés il y a quelques instants, selon vous, quels sont les chantiers prioritaires pour le gouvernement afin de consolider le réseau électrique au Cameroun? Les chantiers prioritaires, je crois que l'État, depuis 2013, date à laquelle je crois que c'est en 2013 que l'État a lancé, n'est-ce pas, un certain nombre de chantiers dans la construction des barrages, il faudrait que l'État poursuive. Mais bon, quand je dis poursuivre ces chantiers, il faut savoir qu'il y a toujours un hiatus entre ce que, je vais dire, au sommet de l'État, ce qui est pris comme décision au sommet de l'État, et, n'est-ce pas, ce qui est fait sur le terrain. Je vais dire quand même que nous connaissons qu'au sommet de l'État, des montants importants ont été quand même déboursés pour pouvoir, je vais dire, atteindre un certain objectif en termes de barrages.
ça n'en a pas été concret sur le terrain. Je vais dire par exemple, si vous prenez les barrages, que ce soit le barrage de Memvele, que ce soit le barrage de Menkim, que ce soit les autres barrages, quand même, il faut savoir qu'aujourd'hui, le résultat qui était attendu n'est pas celui qu'on a aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a une certaine désinvolture, une certaine légèreté. Donc, il faudrait que l'État poursuive ces chantiers-là, mais avec beaucoup plus de rigueur. Je dis bien beaucoup plus de rigueur. C'est-à-dire que lorsqu'on confie un chantier à quelqu'un, par exemple, je crois que bientôt, on aura fini avec Nachtigal. Voilà, au moins, c'est un projet qui me semble, mais peut-être parce que ça a été fait pas de la même façon, mais que ça se passe au moins comme le barrage de Nachtigal. Vous voyez, bientôt, avec la mise en eau du barrage de Nachtigal, je crois qu'on va quand même connaître un léger bond, n'est-ce pas, en termes de disponibilité énergétique. Mais non, ça c'est un premier problème. L'autre chantier, l'État doit améliorer les lignes de transport d'énergie pour réduire les taux de perte entre les lieux de production et les zones de transformation avant distribution. Il faudrait que l'État réduise cela. Et il faudrait également que l'État mette un accent sur le mode de distribution pour limiter la triche. Vous savez que l'un des problèmes, nous plaignons beaucoup, nous les consommateurs, nous plaignons beaucoup, mais il faudrait aussi qu'on dise que nous-mêmes, nous sommes un problème. Vous avez des quartiers entiers où un langage est tenu, c'est son loulou. C'est-à-dire que les gens se branchent directement, volent de l'énergie électrique, et à la fin, ils se plaignent qu'il y a délestage. Non, si vous continuez de voler l'énergie électrique, il faut savoir que ça va générer des pertes énormes. Et quand vous avez sur 5 millions de consommateurs, 5 millions d'abonnés, vous avez 3 millions qui sont des resquilleurs. Il faut comprendre que, évidemment, l'entreprise ne peut pas générer des bénéfices qui vont lui permettre et de faire la maintenance, n'est-ce pas, des équipements existants et de faire l'acquisition de nouveaux équipements pour pouvoir continuer de maintenir le niveau de distribution. Donc, il faudrait qu'un accent soit mis sur tous ces pans-là, de manière en sorte que vraiment que l'énergie, parce que c'est une incongruité, c'est assez biscornu qu'on dise que la demande est très forte, mais qu'on ne trouve pas de l'argent. Non. C'est vrai que l'énergie relève de ce qu'on appelle un peu le social. C'est-à-dire qu'on ne demande, on ne facture pas, je veux dire, aux citoyens pour pouvoir faire des bénéfices. On leur facture tout simplement ce qui permet d'avoir un niveau de maintenance sur les équipements et de pouvoir acquérir, je veux dire, d'autres équipements. L'État ne fonctionne pas comme quelqu'un qui veut à tout prix générer des bénéfices. L'État fonctionne toujours en tenant compte, n'est-ce pas, de l'aspect social, facture légèrement, facture. Mais il serait quand même important de glaner quelques bénéfices pour financer d'autres projets. C'est important. C'est important. C'est important. Il faut le faire. C'est pour ça que je dis que c'est aux citoyens de comprendre que lorsqu'on vous demande, par exemple, de payer 50 francs le kilowattheure, quand même, payez les 50 francs le kilowattheure. Parce que normalement, si on doit facturer l'énergie à juste prix, on pourrait demander aux gens de payer 120 francs, voire 150 francs le kilowattheure. Mais comme on tient compte du pouvoir d'achat, n'est-ce pas, qui est déjà très faible, on se dit l'État peut supporter certains aspects, l'État peut subventionner un peu par-ci, par-là. Mais dans ce contexte, c'est très complexe le fait de glaner des bénéfices. Non, l'État pourrait avoir un niveau... Comment cela peut être fait? Non, mais il y a des outils modernes de gestion. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec la fibre optique, c'est possible. Bon, c'est vrai que ça demande aussi encore des investissements pour pouvoir arriver à ce niveau. C'est vrai, c'est ça qui fait la complexité un peu de la chose. Mais je pense que c'est autant de choses qu'on aurait pu demander, je vais dire, à ces entreprises privées-là. Non, c'est possible. Si on peut, n'est-ce pas, faire certains investissements. Et donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est tout le mécanisme de gestion de l'électricité qui doit être... je vais dire, saucissonner, avoir une société de gestion de transport, avoir une société de gestion des actifs de production, avoir une société de distribution. L'État a pensé qu'il fallait segmenter. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut tout simplement perfectionner l'outil. Que ce soit
au niveau de la distribution, au niveau de toutes les chaînes de valeur. Chaîne de valeur de production, chaîne de valeur de transport, chaîne de valeur de distribution. Il faut perfectionner l'outil de manière en sorte qu'il y ait moins de pertes au niveau des transports, moins de pertes au niveau de la distribution et moins de pertes au niveau de la production. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut faire un travail sérieux et, comme je l'ai dit, conscientiser un peu plus les consommateurs. On ne les conscientisera jamais assez, mais il faut faire en sorte que les gens ne puissent plus respirer. Comme je l'ai dit, avec la fibre optique, on peut savoir ce qui se passe sur toutes les lignes. C'est possible. C'est vrai que ça demande Edmond Kouyaté, ceci pose un autre problème, le climat social délétère. La vie, le coût de la vie est très cher. Ouais. Voilà pourquoi on observe des personnes qui se penchent, comme vous l'avez dit, qui trichent. Qui trichent. Mais je vais dire qu'on ne peut pas s'appuyer là-dessus parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, le kilowatt-heure vendu au ménage, je crois que ça revient à 50 francs. Presque 50 francs, entre 50 et 70 francs. Il faut savoir que pour qu'on en arrive là, il y a beaucoup de calculs qui ont été faits, n'est-ce pas, pour réduire, n'est-ce pas, les coûts. Et donc, lorsqu'on arrive à ce niveau-là où le coût est à 50 francs, 60 francs, 70 francs, mais au moins, de grâce, que l'on puisse payer cela, au moins que les gens puissent payer cela. Et très souvent, je vais vous surprendre, les personnes qui volent même l'énergie sont des personnes qui ont une bourse importante, qui ont un volume, qui ont un portefeuille assez important. Mais ce sont ces personnes-là qui trichent, qui volent. Parfois même le petit citoyen lambda qui n'a que son ampoule et je crois son ventilateur, parfois ces personnes-là ne volent pas l'énergie, malheureusement. Alors, on en vient à un fait, l'électrification rurale. Vous en parliez il y a quelques instants. Je fais référence ici à l'accès à l'énergie dans les zones rurales. Cette question pourrait-elle être résolue par l'État? C'est vrai que l'État a créé une agence d'électrification de l'AER, l'agence d'électrification des zones rurales, et l'État a amélioré les textes. Je crois que c'est dans les zones rurales, on a libéralisé, c'est-à-dire qu'en zone rurale aujourd'hui, vous pouvez avoir des producteurs libres. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si vous construisez des mini-barrages, par exemple, vous pouvez vendre cela, vous pouvez vendre l'énergie à l'État. L'État a essayé de multiplier un certain nombre de facilités pour pouvoir donner l'accès à l'énergie rurale. Et je crois qu'il y a l'AER, l'agence d'électrification rurale, qui fait beaucoup d'efforts, qui essaye de multiplier des investissements avec la construction des mini-barrages, avec la construction, n'est-ce pas, d'autres sources d'énergie, notamment le solaire et tout ce que vous voulez. Je crois que tout ça, ça compte. Mais ça ne reste toujours pas suffisant. Ça ne reste pas suffisant. Je pense que le problème étant que dans la zone rurale, vous n'avez pas des entreprises, n'est-ce pas, capables d'acheter suffisamment d'énergie. Et donc, vous avez des ménages qui consomment très peu d'énergie. Et donc, parfois, on se dit, si on fait des gros investissements dans la zone rurale, ça risque de créer un problème, n'est-ce pas, de superposition entre l'offre et la demande. Pourquoi? Parce que si vous investissez, par exemple, dans la zone rurale massivement, l'offre risque d'être supérieure à la demande. Pourquoi? Parce que les ménages qui ont la capacité de consommer ne sont pas nombreuses. Et même lorsque ces ménages-là vont consommer, elles consomment quoi? Très peu. C'est des ménages qui vont vous payer 2000 francs d'électricité par mois. Pourquoi? Parce que tout au plus, c'est des ménages qui se limitent à avoir une ampoule et puis, je ne sais pas trop quoi, 2 ampoules et puis qu'on allume même très rarement, de manière très, très, très contrôlée. Et donc, ça n'encourage pas beaucoup d'investissements dans la zone rurale. On investit beaucoup plus dans les zones urbaines. Pourquoi? Parce que la demande est forte, la qualité, n'est-ce pas, des consommateurs est importante. C'est des grands ménages, des gens qui ont des équipements ménagers importants, qui ont des appareils ménagers importants. Et puis, il y a des entreprises également qui en font la demande. Mais dans les zones rurales, c'est beaucoup trop compliqué parce que la demande n'est pas très, très importante. Alors, Edmond Kouyaté, plusieurs entreprises appartiennent à l'État. Elles sont nombreuses, ces entreprises qui sont nationalisées. Et si on faisait preuve de pessimisme et se dire que c'est un nouveau projet qui ne va pas changer grand-chose?
Non, je crois qu'il ne faut pas être pessimiste, il faut être exigeant. Le pessimisme, ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut être exigeant au maximum. C'est-à-dire de dire à l'État de ne pas prendre, de ne pas laisser s'installer les habitudes que nous avons vues ailleurs, où les gens gèrent la chose publique avec beaucoup de légèreté et avec beaucoup de désinvolture et, parfois qui produisent des résultats médiocres. Il faut être exigeant vis-à-vis de l'État. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut exiger de l'État qu'il commence d'abord par contrôler ses agents, qu'il mette des mesures coercitives sur ses agents pour les discipliner dans l'utilisation, n'est-ce pas, de l'énergie électrique. Je vous ai dit, tous ces bureaux dans lesquels on allume des climatiseurs, des ampoules 24 heures sur 24, il faut trouver un moyen de les contrôler. Par exemple, quand vous dites que si vous êtes chef d'un département, si la facture dépasse, par exemple, je dis n'importe quoi, si la facture dépasse 100 000 francs, on va vous imputer cela. Si vous êtes chef d'un département, vous allez mettre des mécanismes de suivi et de contrôle sur vos collaborateurs. Parce que vous savez qu'on vous a dit que si la facture électrique dans votre département, si ça dépasse 100 000, on va vous imputer cela et on va vous déduire ça de votre salaire. Ça, c'est des choses qu'on peut que l'État doit mettre en place pour obliger ses agents à être disciplinés. Ça fait en sorte que quoi? Les gens peuvent allumer le climatiseur et uniquement lorsque le soleil, lorsque la chaleur a atteint un certain niveau. Et lorsqu'il n'y a plus suffisamment de chaleur, vous pouvez ouvrir les volets, vous pouvez respirer de l'air naturel. C'est autant de choses qu'on peut faire. Moi, je connais des administrations où quand vous entrez, il y a un bidet qui coule 24 heures sur 24, qui coule depuis des années. Et puis, peut-être c'est juste, le mécanisme qu'il faut changer, qui ne coûte pas 5 000 francs. Mais à cause de ces mécanismes-là, que personne ne veut changer, parce qu'on va vous dire qu'on avait fait la demande, on a envoyé, il n'y a jamais eu de réponse. Mais ça coûte 5 000 francs. À cause d'un mécanisme dans un bidet, les gens vont vous laisser couler l'eau 24 heures sur 24 pendant 5 ans. Imaginez les pertes que cela génère. Et à la fin, quand la facture d'eau vient 200 000, 300 000 francs, personne ne peut payer. Non, je crois que c'est autant de choses que l'État doit penser, mettre en place. Responsabiliser les chefs de département afin qu'ils aient, n'est-ce pas, le contrôle sur leurs collaborateurs pour les obliger à être rationnels, n'est-ce pas, dans la consommation des biens publics, notamment l'énergie et l'eau. Donc, il faut avoir cette exigence-là vis-à-vis de l'État et faire en sorte que, au lieu qu'on envoie les factures dans les administrations pour l'État, que l'on retienne à la source sur les budgets. C'est-à-dire lorsqu'on planifie, n'est-ce pas, le budget de fonctionnement de nos administrations, qu'on définit la part, la quantité, n'est-ce pas, de l'énergie, de l'eau et de tout cela, et que l'on réduise cela à la source et qu'on reverse effectivement, n'est-ce pas, à la société énergétique. De cette façon, vous verrez qu'on ne va plus courir derrière les gens pour réclamer les factures. L'État ne va plus courir derrière, n'est-ce pas, ses administrations pour le paiement des factures. On débite à la source dans votre budget de fonctionnement et on reverse, n'est-ce pas, à la société énergétique. C'est compris, Edmond Kouyaté. On va clôturer ce premier thème parce qu'on a autre chose. On a un autre thème qui retient notre attention. Ce dimanche, je vous propose cet élément de Larissa Libom et on se retrouve juste après. Vêtu d'un large bobo blanc et une toque, à la tribune de l'ONU, Mamadi Doumbouya a invité la communauté internationale à regarder l'Afrique avec des yeux neufs et à entreprendre avec le continent une coopération franche dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Dans son discours, le président guinéen a dénoncé l'échec du modèle démocratique occidental appliqué à l'Afrique. Il a dénoncé l'inadéquation d'un modèle de gouvernance imposé au continent, un modèle certes bon et efficace pour l'Occident qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui, selon lui, a du mal à passer et à s'adapter aux réalités, aux coutumes et à l'environnement. De façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas.
Il a appelé à cesser de faire la leçon à l'Afrique et de traiter les Africains comme des enfants. Mamadi Doumbouya s'est dit insulté par les cases, les classements qui placent parfois les Africains sous influence des Américains, des Anglais, parfois des Français, des Chinois, des Russes ou des Turcs. Il a clairement appelé à rompre avec l'Afrique de papa, la vieille Afrique. Le colonel Doumbouya a conduit le coup d'État militaire qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre 2021 et s'est fait investir. Ce coup de force militaire fait partie d'un des nombreux qu'a connu l'Afrique depuis 2020 avec le Mali, le Burkina Faso et en 2023 le Niger et le Gabon. Le colonel Doumbouya est a priori le seul des chefs des coups d'État à s'exprimer cette année à l'ONU. Merci Larissa Libo. Mesdames et messieurs, si nous évoquons aujourd'hui la 78e Assemblée générale de l'ONU, c'est bien parce qu'on s'intéresse aux pays africains qui ont pris part. Comme vous venez de le voir, l'intérêt est beaucoup plus porté sur ceux ayant connu un coup d'État. Seul le président de la Guinée, Mamadi Doumbouya, comme vous venez de le voir, très en verve à la tribune des Nations Unies. Le président guinéen a prononcé ce discours incisif dénonçant l'échec du modèle démocratique occidental. Pour que vous puissiez revivre ce discours de Mamadi Doumbouya à la tribune de l'ONU, je vous propose cet extrait. Élection à la présidence de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Je voudrais également, devant cette auguste Assemblée, vous assurer du soutien de mon pays. Je souhaite par la même occasion rendre un hommage mérité à votre prédécesseur, M. Sabah Korozi de la Hongrie, à M. le secrétaire général, M. Antonio Guterres. Je le remercie pour le dévouement avec lequel il dirige notre organisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en venant prendre part aux travaux de la 78e section ordinaire, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les chaleureuses salutations du peuple souverain de Guinée. Mon pays qui continue de fonder un espoir en l'Organisation des Nations Unies pour trouver des solutions idoines aux questions auxquelles notre monde continue d'être confronté. Dans ce cadre, Monsieur le Président, nous pensons que les fondamentaux qui ont sous-tendu à la création de notre organisation doivent s'adapter aux mutations profondes de notre société. L'objectif du thème de la présente session, paix, prospérité, progrès, durabilité, est d'actualité. Évocateur et mérite une attention particulière de notre part. Épidémie de coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des putsch militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui les condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique,
c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'était Mamadi Doumbouya à la tribune de l'ONU à l'occasion de la 78e Assemblée générale de l'ONU, mesdames et messieurs. Alors, Edmond Kouyaté, Mamadi Doumbouya à la tribune de l'ONU, c'est un discours après Ibrahim Traoré en Russie. C'est un nouveau discours. C'est vrai qu'on n'a pas pu diffuser tout le discours pour nos téléspectateurs, mais vous et moi, nous avons suivi ce discours. Donc, c'est un nouveau discours aux élans sankaristes. Partagez-vous cet avis? Oui, je suis de cet avis. Le discours était assez virulent et assez critique vis-à-vis du système d'anthropophagie internationale qui a été institué et qui a plongé les États africains dans un obscurantisme qui dure depuis des décennies. Et donc, c'était assez révolutionnaire comme discours. Et le lieu était indiqué, parce que c'est le sommet, je vais dire, c'est, si vous voulez, c'est la plateforme où toutes les nations du monde, n'est-ce pas, s'adressent, expriment, n'est-ce pas, leurs opinions et leurs idées. Et donc, Mamadi Doumbouya, un peu sur les traces de Sankara, oui, on peut le dire, tout comme Ibrahim Traoré et d'autres personnes. Mais il faut également le dire, il n'y a pas eu que lui. Il y a également le ministre des Affaires étrangères togolais qui représentait Faure Gnassingbé, qui a eu également un discours très très virulent. Il y a également eu le représentant du Mali, le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui a été également, lui encore, c'était plus virulent, c'était beaucoup plus caverneux et beaucoup plus... On ne va pas oublier Félix Tshisekedi. Tshisekedi, oui, dans une moindre... Le retrait, Oui, dans une moindre mesure. C'est vrai que lui, il a habillé son discours dans ce qu'on appelle les commodités des éléments de langage. Toujours, il faut... Mais je vais dire, ceux qui parlent de manière vraiment décomplexée et qui ne tiennent pas compte de qui écoute le discours, qui ne l'écoute pas, ça a été, je vais dire, Doumbouya, le ministre togolais, qui à plusieurs reprises a dit « Nous sommes fatigués de votre arrogance, nous sommes fatigués de votre mépris, nous sommes fatigués de votre paternalisme », pour le paraphraser un peu. Et donc, on sait à qui il s'adresse, on sait à qui le message s'adresse. Il faut savoir que tous les problèmes dont on parle là, ça s'adresse à un système qui a été pensé depuis et dont le but était de maintenir la tête des nations africaines sous l'eau pour, n'est-ce pas, mieux les spolier, mieux les exploiter et mieux les asservir. C'est de ça dont il est question. Et ce qu'il faut condamner ici, c'est que cela a été fait avec la collaboration, parfois complice, mais parfois aussi forcée. Parce qu'il faut le dire. Il faut savoir que le système qui a été mis en place a été conçu tel que, une fois que vous mettez le doigt dans l'engrenage, n'est-ce pas, de la gestion de votre État, vous devenez esclave de ce système-là et vous vous retrouvez, bon gré mal gré, au service des intérêts impérialistes étrangers plutôt qu'au service de votre nation. Parfois, quand vous ne le voulez pas. Les gens ne le font pas toujours. C'est pour ça que j'ai dit, le procès à faire aux dirigeants africains doit se faire avec beaucoup de doigté, beaucoup de tact. Parce que ce n'est pas toujours très facile. C'est des choses assez insidieuses, assez vicieuses et assez subtiles, malheureusement. Ce n'est pas des choses que vous voyez. Ça dit que ce n'est pas comme si vous voyez quelqu'un avec derrière lui un fusil sur la tempe ou alors sur la nuque qui lui dit « fais ceci ou ne fais pas ». Non, mais c'est assez insidieux. C'est-à-dire qu'on vous met dans une spirale qui tourne, mais vous vous demandez toujours c'est quand le bout de sortie, mais vous ne trouvez jamais le bout de sortie. Il y en a qui le font avec beaucoup de complaisance,
qui le font avec beaucoup de délectation et d'autres qui le font par dépit, qui le font malgré eux. Mais toujours est-il qu'à la fin, vous devez sacrifier l'intérêt de votre, je veux dire, le développement de votre nation sur l'autel des intérêts impérialistes. Et donc, c'est ce que dénoncent à leur façon, et c'est ce qui justifie d'ailleurs cette épidémie de coups d'État. Et vous allez comprendre qu'il y a des coups d'État qui sont mal acceptés, des coups d'État qui sont justifiés, parce que vous ne pouvez pas comprendre, Audrey, que dans le même continent, vous avez un coup d'État au Niger qui est virulemment, mais alors véhément condamné. Mais à côté, au Gabon, vous avez un coup d'État salué, justifié, expliqué, vous voyez, et tout le monde trouvait même qu'il fallait le faire. Et donc, on se demande à la fin, c'est quoi le droit international? C'est quoi le droit? Est-ce que la gestion du monde repose toujours sur le socle du droit qui doit, n'est-ce pas, être le même pour tout le monde et pour toutes les nations? Et on se rend compte que depuis la nuit des temps, les gens nous ont encapsulés, les gens nous ont, les gens nous ont maintenus de manière sibylline avec des grands principes, avec des grandes théories, mais qui, in fine, ne valaient absolument rien. Il nous appartient. Et c'est pour ça que vous allez, n'est-ce pas, vous rendre compte que je suis très d'accord avec, n'est-ce pas, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger et ce qui se passe au Burkina. Moi, je suis très d'accord avec ça. Parce qu'au moins, je l'ai appris, n'est-ce pas, dans mon cours de leadership. Si vous voulez bouger le monde, commencez par être un anticonformiste. Et donc, c'est l'expression décomplexée de cet anticonformisme-là que vous avez vu au sommet des Nations Unies avec Mamadi Doumbouya, avec le président, avec le ministre malien des Affaires étrangères, avec le ministre togolais des Affaires étrangères. C'est l'expression, n'est-ce pas, de cet anticonformisme-là. Parce que, voyez-vous, reprenez les discours de nos chefs d'État et de leurs représentants à l'ONU depuis des années. C'est des discours fades, c'est des discours de conformisme. C'est-à-dire, on va demander de l'aide, on va dire non, l'Afrique est pauvre, on a besoin d'être aidé, l'Afrique est misérable, il faut nous aider. Et moi, je l'ai toujours dit aux gens qu'il faut sortir de cette terminologie-là, avilissante-là, il faut nous aider. Non, le mot aide n'existe pas dans les rapports entre États dans le monde. Le mot, c'est pas de la philanthropie. Les rapports inter-États dans le monde ne se jouent pas sur le terrain de la philanthropie, sur le terrain de l'amitié. Ça ne se joue pas sur ce terrain-là. Ça se joue sur un terrain de rapport de force. Et vous avez beau être le plus faible, sachez que la vie, ça dit que les rapports dans le monde se réduisent aux rapports dans une jungle. Dans une jungle, quelle que soit votre taille, sachez que vous êtes une proie. Et pour éviter d'être une proie, vous devez être un prédateur. Ce qui me fait penser à la sortie du président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a dénoncé le fait que les pays riches investissaient plus dans la guerre que dans les pays vulnérables qui subissent les affres du dérèglement climatique causé par ces pays développés-là, en grande partie. Prenons un exemple. En Ukraine, en moins de 2 mois de guerre, on était à 30 milliards de dollars. En moins de 2 mois, 30 milliards de dollars. Pourtant, on a créé le G5 Sahel, n'est-ce pas, je vais dire dans le Sahel, justement, et c'est ce que décrit le président malien. On a créé le G5 Sahel. Il fallait 5 milliards, je crois, il fallait combien de millions de dollars? Moins de 10 milliards pour faire fonctionner le G5 Sahel. L'argent n'est jamais sorti. Personne n'a jamais trouvé de l'argent, y compris ceux qui ont créé cette histoire. De l'autre côté, Barkhane, à lui seul, vous consommez 2 millions d'euros par jour, soit 1,3 milliard par jour. Mais à côté, les forces africaines qui étaient dans le G5 Sahel et qui avaient besoin des moyens pour aller combattre, personne ne leur donnait de l'argent. Et donc, j'ai été également ahuri, les États-Unis qui chaque jour donnaient 8 milliards, 20 milliards de dollars pour, n'est-ce pas, pour la guerre en Ukraine. Lorsqu'il y a eu tremblement de terre en Turquie, ils ont donné 8 millions de dollars. C'était la plus grosse aide.
C'est la plus grosse enveloppe. Et à côté, dites-vous bien que vous avez en Libye, vous avez eu à Derna en Libye un tremblement de terre qui a fait plus de 20 000 morts. Une inondation. Une inondation, oui, qui a fait plus de 20 000 morts. Vous savez combien les gens ont donné? Que dalle. Les gens envoient quelques médicaments et quelques trucs, que dalle. Mais personne ne va vous dire que je vais sortir 1 milliard de dollars pour reconstruire cette ville-là. Non, personne ne va le faire. Et donc, il faut que nous, les Africains, que nous prenions conscience, la direction dans laquelle on veut nous mener. Et c'est l'occasion pour moi de poser la question à ces va-t-en-guerre africains, à ces bras séculiers de l'impérialisme occidental, notamment ceux des pays africains qui étaient très prompts à aller et qui disaient que non, nous avons déjà voté le budget pour aller bombarder le Niger, pour aller détruire le Niger. J'ai envie de leur poser la question. Mais à côté, on a eu un pays africain, deux, qui, en l'intervalle d'une semaine, ont connu des catastrophes, notamment le Maroc. Vous savez que le Maroc a connu une catastrophe. Un séisme, oui. Un séisme. Vous savez également qu'une semaine après, la Libye en avait subi. Mais je n'ai entendu aucun de ces pays, même pas une organisation sous-régionale, dire que nous allons nous lever rapidement. Nous allons même envoyer des sapeurs-pompiers de notre pays, aller les aider à enlever les cadavres sous les décombres. Mais c'est quand même curieux, cette façon en Afrique de penser. Donc, donc, j'ai envie de poser la question à tous les va-t-en-guerre, M. Tinubu, M. Ouattara, M. Macky Sall. Moi, je vais les citer parce que c'est eux qui se sont mis en tête de cette histoire pour aller bombarder le Niger. J'ai envie de leur demander, mais la CEDEAO pouvait bien mobiliser au moins des sapeurs-pompiers, tant que nous savons que la Libye aujourd'hui est non-État. Un État complètement démembré, déstructuré à cause... Parce que la CEDEAO, c'est dans une partie de l'Afrique et la Libye, le Maroc dans une autre. Bon, l'Union africaine alors? Et l'Union africaine alors? Ça sert à quoi? Non, je veux tout simplement dire que il faudrait qu'on sorte de ces paradigmes-là, qu'on sorte de ces chemins-là. Non, d'entendre un pays africain qui se lève avec beaucoup d'enthousiasme, dire je m'en vais détruire un autre pays africain pour des valeurs de démocratie, moi ça me fait très mal. Et donc, il me semble, je ne fais pas l'apologie du totalitarisme, de l'autoritarisme, donc je ne fais pas l'apologie, mais je veux tout simplement dire qu'il faudrait que nous les Africains, que nous puissions être maîtres, que nous puissions penser des modèles qui vont nous servir et qui vont nous aider à construire nos propres nations. C'est compris, Edmond Kouyaté. De toutes les façons, cette 78e Assemblée générale de l'ONU a remis au goût du jour le divorce qui est désormais consommé entre certains pays africains et l'ONU. Plusieurs d'entre eux ont demandé le retrait des services offerts par l'ONU dans leur pays. On a la MONUSCO, on a la MINUSMA, qui sont en train de plier le bagage dans certains pays africains. Vous les connaissez, mesdames et messieurs. Voilà qui met un terme à cette émission. Edmond Kouyaté, merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Très chers téléspectateurs, retrouvons-nous dimanche prochain lorsqu'il sera 12h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.